Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui, l'instant d'avant, n'était qu'une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proféré au-dessus des jasmins et des giroflées, aigre et frais comme les gouttes de l'arrosoir vert, imprégnant, irisant la zone d'air pur qu'il avait traversée et qui l'isolait, du mystère de la vie de celle qu'il désignait pour les êtres heureux qui vivaient, qui voyageaient avec elle. Déployant sous les pignées roses, à hauteur de mon épaule, la quintessence de la familiarité, pour moi si douloureuse, avec elle, avec l'inconnu de sa vie, où je n'entrerai pas. Un instant, tandis que nous nous éloignions et que mon grand-père murmurait « Ce pauvre Swann, quel rôle ils lui font jouer ?» On le fait partir pour qu'elle reste seule avec son Charlus, car c'est lui, je l'ai reconnu. Et cette petite, mêlée à toute cette infamie. L'impression laissée en moi par le ton despotique avec lequel la mère de Gilberte lui avait parlé sans qu'elle répliquât, en me la montrant comme forcée d'obéir à quelqu'un, comme n'étant pas supérieure à tout, calma un peu ma souffrance, me rendit quelque espoir et diminua mon amour. Mais bien vite, cet amour s'éleva de nouveau en moi comme une réaction, par quoi mon cœur humilié voulait se mettre de niveau avec Gilberte, ou la baisser jusqu'à lui. Je l'aimais. Je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'offenser, de lui faire mal et de la forcer à se souvenir de moi. Je la trouvais si belle que j'aurais voulu pouvoir revenir sur mes pas pour lui crier en haussant les épaules « Comme je vous trouve laide, grotesque, comme vous me répugniez !» Cependant je m'éloignais, emportant pour toujours, comme premier type d'un bonheur inaccessible aux enfants de mon espèce, de par des lois naturelles impossibles à transgresser, l'image d'une petite fille rousse, à la peau semée de taches roses, qui tenait une bêche et qui riait, en laissant filer sur moi de longs regards sournois et inexpressifs. Et déjà, le charme dont son nom avait encensé cette place sous les épines roses où il avait été entendu ensemble par elle et par moi, allait gagner, enduire, embaumer tout ce qui l'approchait, ses grands-parents que les miens avaient eu l'ineffable bonheur de connaître, la splendide profession d'agent de change, le douloureux quartier des Champs-Élysées qu'elle habitait à Paris. Léonie, dit mon grand-père en rentrant, j'aurais voulu t'avoir avec nous tantôt. Tu ne reconnaîtrais pas Tansonville. Si j'avais osé, je t'aurais coupé une branche de ces épines roses que tu aimais tant. Mon grand-père racontait ainsi notre promenade à ma tante Léonie, soit pour la distraire, soit qu'on n'eût pas perdu tout espoir d'arriver à la faire sortir. Or, elle aimait beaucoup autrefois cette propriété, et d'ailleurs les visites de Swann avaient été les dernières qu'elle avait reçues, alors qu'elle fermait déjà sa porte à tout le monde. Et de même que quand il venait maintenant prendre de ses nouvelles, elle était la seule personne de chez nous qu'il demandât encore à voir. Elle lui faisait répondre qu'elle était fatiguée, mais qu'elle le laisserait entrer la prochaine fois. De même, elle dit, ce soir-là, « Oui, un jour qu'il fera beau, j'irai en voiture jusqu'à la porte du parc. » C'est sincèrement qu'elle le disait. Elle eût aimé revoir Swann et Tansonville, mais le désir qu'elle en avait suffisait à ce qu'il y restait de force. Sa réalisation les eût excédés. Quelquefois, le beau temps lui rendait un peu de vigueur. Elle se levait, s'habillait. La fatigue commençait avant qu'elle fût passée dans l'autre chambre, et elle réclamait son lit. Ce qui avait commencé pour elle, plus tôt seulement que cela n'arrive d'habitude, c'est ce grand renoncement de la vieillesse qui se prépare à la mort, s'enveloppe dans sa chrysalide, et qu'on peut observer, à la fin des vies qui se prolongent tard, même entre les anciens amants qui se sont le plus aimés, entre les amis unis par les liens les plus spirituels, et qui, à partir d'une certaine année, cessent de faire le voyage ou la sortie nécessaire pour se voir, cessent de s'écrire, et savent qu'ils ne communiqueront plus en ce monde. Ma tante devait parfaitement savoir qu'elle ne reverrait pas Swann,
qu'elle ne quitterait plus jamais la maison, mais cette réclusion définitive devait lui être rendue assez aisée, pour la raison même qui, selon nous, aurait dû la lui rendre plus douloureuse. C'est que cette réclusion lui était imposée par la diminution qu'elle pouvait constater chaque jour dans ses forces, et qui, en faisant de chaque action, de chaque mouvement, une fatigue, sinon une souffrance, donnait pour elle à l'inaction, à l'isolement, au silence, la douceur réparatrice et bénie du repos. Ma tante n'alla pas voir la haie d'épines roses, mais à tout moment je demandais à mes parents si elle n'irait pas, si autrefois elle allait souvent à Tansonville, tâchant de les faire parler des parents et grands-parents de mademoiselle Swann, qui me semblaient grands comme des dieux. Ce nom, devenu pour moi presque mythologique, de Swann, quand je causais avec mes parents, je languissais du besoin de le leur entendre dire. Je n'osais pas le prononcer moi-même, mais je les entraînais sur des sujets qui avoisinaient Gilberte et sa famille, qui la concernaient, où je ne me sentais pas exilée trop loin d'elle. Je contraignais tout d'un coup mon père, en feignant de croire, par exemple, que la charge de mon grand-père avait été déjà avant lui dans notre famille, ou que la haie d'épines roses que voulait voir ma tante Léonie se trouvait en terrain communal, à rectifier mon assertion, à me dire comme malgré moi, comme de lui-même, mais non, cette charge-là était au père de Swann. Cette haie fait partie du parc de Swann. Alors, j'étais obligée de reprendre ma respiration, tant, en se posant sur la place où il était toujours écrit en moi, pesait à m'étouffer ce nom qui, au moment où je l'entendais, me paraissait plus plein que tout autre, parce qu'il était lourd de toutes les fois où d'avance je l'avais mentalement proféré. Il me causait un plaisir que j'étais confus d'avoir osé réclamer à mes parents, car ce plaisir était si grand qu'il avait dû exiger d'eux pour qu'ils me le procurassent beaucoup de peine, et sans compensation, puisqu'il n'était pas un plaisir pour eux. Aussi je détournais la conversation par discrétion, par scrupule aussi. Toutes les séductions singulières que je mettais dans ce nom de Swann, je les retrouvais en lui dès qu'il le prononçait. Il me semblait alors, tout d'un coup, que mes parents ne pouvaient pas ne pas les ressentir, qu'ils se trouvaient placés à mon point de vue, qu'ils apercevaient à leur tour, absolvaient, épousaient mes rêves, et j'étais malheureux, comme si je les avais vaincus et dépravés. Cette année-là, quand un peu plus tôt que d'habitude mes parents eurent fixé le jour de rentrer à Paris, le matin du départ, comme on m'avait fait friser pour être photographiée, coiffer avec précaution un chapeau que je n'avais encore jamais mis et revêtir une douillette de velours, après m'avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit raidillon contigu à Tansonville, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branches piquantes et, comme une princesse de tragédie, à qui pèseraient ces vains ornements, ingrat envers l'importune main qui, en formant tous ses nœuds, avait pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, foulant aux pieds mes papillotes arrachées et mon chapeau neuf. Ma mère ne fut pas touchée par mes larmes, mais elle ne put retenir un cri à la vue de la coiffe défoncée et de la douillette perdue. Je ne l'entendis pas. Oh, mes pauvres petites aubépines, disais-je en pleurant. Ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin, me forcer à partir. Vous ne m'avez jamais fait de peine. Aussi je vous aimerai toujours. Et essuyant mes larmes, je leur promettais, quand je serais grand, de ne pas imiter la vie insensée des autres hommes, et même à Paris, les jours de printemps, au lieu d'aller faire des visites et écouter des niaiseries, de partir dans la campagne, voir les premières aubépines. Une fois dans les champs, on ne les quittait plus pendant tout le reste de la promenade qu'on faisait du côté de mes églises. Ils étaient perpétuellement parcourus, comme par un cheminot invisible, par le vent, qui était pour moi le génie particulier de Combray. Chaque année, le jour de notre arrivée, pour sentir que j'étais bien à Combray, je montais le retrouver qui courait dans les saillons et me faisait courir à sa suite.
On avait toujours le vent à côté de soi du côté de mes églises, sur cette plaine bombée où pendant des lieues il ne rencontre aucun accident de terrain. Je savais que mademoiselle Swann allait souvent à Laon passer quelques jours, et bien que ce fût à plusieurs lieues, la distance se trouvant compensée par l'absence de tout obstacle, quand, par les chauds après-midi, je voyais un même souffle venu de l'extrême horizon abaisser les blés les plus éloignés, se propager comme un flot sur toute l'immense étendue et venir se coucher, murmurant et tiède, parmi les sainfoins et les trèfles, à mes pieds. Cette plaine, qui nous était commune à tous deux, semblait nous rapprocher, nous unir. Je pensais que ce souffle avait passé auprès d'elle, que c'était quelque message d'elle qu'il me chuchotait sans que je pusse le comprendre, et je l'embrassais au passage. À gauche était un village qui s'appelait Champieux, Campus Pagani selon le curé. Sur la droite, on apercevait par-delà les blés les deux clochers ciselés et rustiques de Saint-André-des-Champs, eux-mêmes effilés, écailleux, imbriqués d'alvéoles, guillochés, jaunissants et grumeleux, comme deux épis. À intervalles symétriques, au milieu de l'inimitable ornementation de leurs feuilles, qu'on ne peut confondre avec la feuille d'aucun autre arbre fruitier, les pommiers ouvraient leurs larges pétales de satin blanc, où suspendaient les timides bouquets de leurs rougissants boutons. C'est du côté de mes églises que j'ai remarqué pour la première fois l'ombre ronde que les pommiers font sur la terre ensoleillée, et aussi ces soies d'or impalpables que le couchant tisse obliquement sous les feuilles, et que je voyais mon père interrompre de sa canne, sans les faire jamais dévier.